L'objet de la première conférence est de présenter un personnage assez atypique dans l'histoire, assez méconnu. Personne n'a pour l'instant osé entreprendre sa généalogie. On va voir pourquoi, parce que c'est un personnage assez difficile à percevoir et à comprendre. Je crois qu'il a eu tous les plus grands qualificatifs de scélérat, c'est celui qu'on a retenu le plus longtemps, mais tant du côté royaliste que du côté républicain. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez particulier. Et j'ai essayé dans la présentation et dans la recherche que je vous présentais de travailler en profondeur, de comprendre quelles étaient ses origines, quels étaient les éléments déclencheurs dans sa vie tant privée. Donc pour ça, j'ai pu m'appuyer un petit peu sur le travail de Gabriel, qui le cite rapidement dans ses travaux de recherche sur la famille. On va se rendre compte que toute la partie révolutionnaire est un petit peu occultée par Gabriel, parce que c'est vraisemblablement pas quelque chose à mettre trop en avant à son époque. J'essaye, moi, de travailler cette présentation dans le but d'un article pour la Société d'archéologie du Maine et du Mans, puisque ce révolutionnaire était maire du Mans, et il y a une implication vraiment sur la ville et sur la Révolution à ce moment-là assez importante. Donc c'est un travail en cours qui va être continué ensuite par la publication d'un article, mais qui, je pense, était intéressant à présenter pour aujourd'hui avoir cette idée un petit peu sur l'origine et la transformation de la famille Potier en la transformation de la famille Potier de la Morandière. La branche que vous avez connue et peut-être découvert à Bérancourt était la branche des Potiers de Gesvres et Trêmes, qui sont la branche la plus réputée. La branche officielle était celle des Potiers de Blanc-Ménil. Donc là, on avait le chancelier de Marie de Médicis. Tous deux, en fait, ces deux branches venant d'un mariage avec Cueillette de Gesvres qui apporte dans la famille Potier une terre dans le Maine. C'est un point important puisque les deux branches vont y rester un petit peu associées. La branche de Gesvres et Trêmes va avoir un comté de Trêmes et un duché de Gesvres qui va être créé. C'est un petit village en Mayenne. Et du côté de Blanc-Ménil, Vienne, Novion, on va voir qu'elle va aussi se rapprocher de la province du Maine. La branche de Novion, on ne va pas la regarder trop en détail non plus. L'idée étant, pour moi, de commencer la conférence à un personnage qui est Jacques-Jean Potier, qui est assez particulier, qui se retrouve en fait, lui, donc c'est le grand-père du révolutionnaire, le chevalier de Novion, capitaine au régiment de Bretagne, et en fait complètement disgracié à cause de son frère aîné. Son frère aîné, donc, qui est Louis Potier, qu'on voit ici, qui en fait, pour un duel amoureux, enfin pour une histoire d'amour, va faire couper le nez à un rival et va se retrouver complètement disgracié, menacé de décapitation, fuit le pays et part dans les troupes de Bavière. Donc ce jeune frère qui était capitaine dans son régiment se retrouve un peu désœuvré, se marie avec Marie-Olive de France de Landal, qui va mourir 4 ans après leur mariage, et leur fils, Pierre-Henri Potier de Noyau, nouvelle branche, nouveau nom, va être éduqué dans le Maine par son oncle Nicolas Potier, dont le père était l'ancien colonel du régiment de Bretagne. Pour imaginer, les colonels du régiment de Bretagne, ça commence en fait par Mazarin, et ensuite Marie de Médicis, un colonel qui fait l'intermède, et puis c'est les deux Potiers, Claude, et ensuite lui, qui prennent la direction de ce régiment. Pierre-Henri se retrouve avec un père qui se remarie, et puis qui, a priori, raconté par Gabriel, a une vie assez dissolue, et c'est l'oncle qui va s'occuper de l'éducation, l'oncle qui meurt au Mans en 1785, de Pierre-Henri Potier de Noyau. Pierre-Henri Potier de Noyau, il est connu au Mans comme teinturier d'étamines. Alors, ça parle pas vraiment qu'est-ce que la teinture d'étamines. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'était la plus grande entreprise. On parle d'une manufacture, mais ce n'est pas une manufacture en propre, c'est-à-dire que tous les paysans s'occupaient de la tonte de leur laine, et il y avait des regroupements qui étaient organisés, et un procédé mis en place par un monsieur qui s'appelait Véron du Verger, puis ensuite qui a été la branche de Véron de la Farbonnais, un grand économiste à l'époque de la Révolution. De ce procédé, ça employait un tiers de la ville du Mans. Et la dernière étape, une fois qu'on était passé par les étapes de nettoyage, peignage, c'était acheté par des marchands. Il y avait un trafic énorme. À l'époque, on exportait l'étamine en Espagne, en Italie, en Allemagne. Ce procédé de teinture et de tissage est utilisé pour tous les habits religieux. Donc on imagine qu'à l'époque du XVIIe siècle, quand c'est monté, il y a un marché énorme. Il y a des bateaux qui partaient là, on voit l'hôtel Véron du Verger au Mans avec les bateaux. Il y a eu des projets même monumentaux de ports reconstruits au Mans pour justement servir à cet export d'étamine qui allait jusqu'en Amérique du Sud. Voilà, très rapidement. Mais cette entreprise, donc on considère 6-8 000 personnes qui travaillent à la production, a une grande crise juste avant la Révolution, dans les années 1760-1770. Ça, c'est intéressant à préciser quand même pour le personnage et pour peut-être les ramifications qui vont donner le réseau d'appui de ce que sera notre révolutionnaire. Alors, l'origine de la famille de la Morandière, on a vu notre chevalier de Novion et son père qui s'installe dans le Maine et qui va finalement, lui,
avoir une progression partie de presque rien. Son père avait dilapidé tout héritage. Il a perdu sa mère, il avait à peine 2 ans. Il obtient donc cet agrément du roi pour teindre l'étamine et il va être le fondateur, une charge, mais plutôt à la fin de sa vie, en 1771, de lieutenant de louveterie du roi au Mans. D'un premier mariage, il va avoir 9 enfants qui survivent. Donc 2 vont reprendre les fonctions dans la teinture d'étamine. Le premier, Jean-Baptiste d'ailleurs, et a pour parrain Véron du Verger, dont on parlait juste avant, qui est le grand manufacturier et le propriétaire, on va dire, des licences. Donc c'est la branche des potiers de noyaux. Deuxième frère, les potiers de Fourneau, toujours dans l'étamine. On va en trouver 2 qui sont religieux. Tout d'abord, Potier de Laurière et le deuxième, qui est le sieur du Léard, chanoine de Saint-Calais. 2 religieux qui d'ailleurs, eux, refuseront de jurer le serment à la Constitution. 2 filles qui sont bien dotées pour leur mariage, avec des gentilshommes de la région. Et enfin, 2 aventuriers. Un qui part, le Julien, seigneur de Villiers, aux États-Unis, mais qui va mourir avant 1775, date du décès de son père. Et l'autre, Pierre-Henri, sieur de la Fromandière, qui est l'auteur d'une ramification, qui était la ramification aînée des Potiers, qui s'installe en Russie, où il est reçu par l'impératrice de Russie, qui lui donne à marier une de ses demoiselles de compagnie. Et enfin, on a notre Pierre-Alexandre Potier de la Morandière, qui lui, en fait, est issu d'un deuxième mariage. En fait, Pierre-Henri perd sa femme, donc en 1757, ses enfants ont entre 2 et 14 ans, donc se voit dans l'obligation de se remarier, ce qu'il fait avec Anne Caillon. Et là, son petit dernier, Pierre-Alexandre, qui va être à la fois favorisé par le côté de sa mère qui était assez fortunée, par un héritage qui vient de son père, et qui va avoir l'obligation, qui va recevoir l'héritage d'un grand-oncle. Le côté France de Landal, en fait, c'est là l'origine du nom de la Morandière, qui vient d'une terre qui était dans la paroisse, dans la ville de Vitré, et qui est passée par les France de Landal, par un mariage du Verger, et on remonte après ça aux différents seigneurs de la Morandière. Mais donc là, il ne reste plus qu'un abbé du Verger de la Morandière, qui est le fils du parrain de Pierre-Alexandre, et qui transmet le nom, avec son héritage, à Pierre-Alexandre. Il lui donne en même temps quelques terres en Normandie, en Bretagne, mais c'est pour ça que Pierre-Alexandre s'appelle Potier de la Morandière, et qu'on a cette nouvelle création de nom de famille. Sachant que l'histoire le reconnaît beaucoup plus dans le nom Potier de la Morandière, puisqu'il prend un nom républicain. On va voir qu'il s'engage assez vite dans cette voie. Le seul portrait qu'on en ait vient d'un bijou qui a été redessiné vraisemblablement par Gabriel. Donc son père décède en 75, il a 14 ans, il est émancipé à 19 ans, et sa mère fait en sorte qu'il récupère la charge de son père, de lieutenant des louveteries du roi. Donc il s'installe à Paris, le faubourg Saint-Germain, lieutenant de charge du roi vers 1783, donc il a à peine 22 ans. On connaît très peu de choses de sa vie à l'époque. On a un courrier qui cite une rencontre à l'époque qui était Madame de Mouchepan, qui était la femme du concierge de Versailles. Ce qui est intéressant, c'est que son mari était le filleul du duc de Gesvres. Donc on a quand même un lien entre les Potiers de Gesvres et cette Madame de Mouchepan. Il y a un monsieur de Polignac à qui il écrit sur des échanges de services, qui est un personnage assez obscur de la Révolution. Madame de Polignac était une des amies de Marie-Antoinette qui a causé un petit peu sa perte en n'ayant pas connu pour ses aventures assez extrêmes, et le général Dumouriez. Aussi personnage assez énigmatique qu'on va voir un peu plus en détail. On sait à peu près que c'est les personnes avec qui Pierre-Henri... Alors, dans la présentation, vous m'excuserez, je ne l'appellerai pas toujours Pierre-Henri Potier de la Morandière, puisque suivant les sources, on l'appelle Potier, la Morandière, Potier, la Morandière. Souvent, je prendrai juste le terme Potier pour aller un petit peu plus vite et essayer de ne pas allonger la présentation. Après ce passage à Paris, sa femme, qui était vraisemblablement assez inquiète, pas sa femme, sa mère, pardon, du train de vie qu'il menait, qui était peut-être un peu, même s'il avait été bien doté, un petit peu dépensier, et qui semblait prendre un peu les traces de son grand-père, Gabriel précise, il y avait en ce siècle charmant 4 chanoines de bonne famille et de bonnes intentions, Savard du Mans, Dubin, primicier de Blois et honoraire d'Orléans, Cellier, grand pénitencier du Mans, et Cellier, grand officier de Blois. Ces 2 frères parents de tout ce qu'il y a de mieux dans les 3 villes, dit Dufort de Cheverny, Savard confident d'une mère inquiète et détenteur d'un neveu, les 3 autres détenteurs de 2 nièces agréables. Donc c'est ce qui va organiser, par le biais de ses confesseurs, le lien entre Pierre-Alexandre, qui est au Mans, et son épouse, Louise-Adélaïde Dubin du Chastelier. Donc première étape, le mariage, le couple s'installe en Normandie, dans les terres qu'avait hérité Pierre-Alexandre.
De son épouse, on en a qu'une petite phrase qu'il a décrite, charmante, jolie, faite autour, peut-être une expression de Potier, et des yeux assassins. Ils ont un premier enfant en 1787, mais qui va mourir en 1788, qui s'appelle Pierre-Louis. L'année suivante, il donne naissance à un deuxième Pierre-Louis, sachant qu'elle vient au Mans pour préparer sa grossesse dans sa belle famille. Là, son fils naît le 4 juillet. Le 14 juillet, on connaît l'événement de la prise de la Bastille. Alors, est-ce que le 4 juillet était aussi une date symbolique pour la Révolution américaine? Et 20 juillet, on a le faire-part de décès d'Adélaïde. Chose surprenante sur ce 20 juillet, a priori, la tradition de famille rapportée par Gabriel serait que, aux échos de la Révolution qui arrive au Mans le 19, il y a des grands mouvements qui se passent dans le quartier de Saint-Jean où ils habitaient, et qu'elle ait une montée de lait au cerveau, c'est une expression qu'on trouve parfois, et qu'elle en décède. Chose assez surprenante, c'est que son époux n'est pas là. C'est l'oncle, donc Gervais Savard, et un autre parent qui sont présents, et dans la nuit du 20. Le petit Pierre-Louis, donc, qui se retrouve orphelin de sa mère, lui va être confié à l'éducation, justement des Savards, et qui vont l'emmener à Blois. Pour connaître un petit peu l'esprit des Savards, parce que c'est assez important dans toute l'histoire de la famille derrière, Gervais Savard, donc l'oncle, qui est là présent au témoin, qui accueille Pierre-Louis, agit comme trésorier du Conseil de la Vendée, surnommé Pierre-Pierre, c'est un des chouans qui est les plus actifs. Il est considéré par l'administration comme l'agent le plus opiniâtre et le plus actif du royalisme, pour avoir des pouvoirs spéciaux d'enrôlement et d'embauchage. Et l'abbé Dubin de Grand-Maison, qui est un des chanoines qui a généré le mariage, est l'aumônier de l'armée catholique et royale. Donc là, on voit quand même un environnement à Blois qui est complètement royaliste. Et derrière ça, le père qui, lui, va commencer. De cette date un peu obscure, Gabriel pense qu'il est parti rejoindre Dumouriez à Paris. Là, encore une fois, on n'a pas trop. C'est les premiers troubles et les premiers assassinats politiques qui se passent au Mans, la journée du Jeudi Noir, le 23 juillet, où on a M. Curot et M. de Montesson qui sont assassinés, leur tête mise en pique, sachant que le M. Curot, c'est le plus gros négociant en état-mine. Se pose un petit peu la question d'une implication ou non de Potier dans l'événement. Son entourage le plus proche et ceux avec qui il va faire carrière, c'est ces deux personnages, peut-être les plus emblématiques de la Révolution, en même temps les plus controversés, considérés comme libertins, avérés, joueurs invétérés. Ils sont inséparables et confidents l'un et l'autre, tous les deux francs-maçons. Dumouriez est présenté comme plus corrompu que Danton, ami de tous les partis et amant des 11 000 non-vierges. Gabriel fait beaucoup de références au libertinage et au contexte dans lequel a pu commencer à évoluer Pierre-Henri quand il était au service des chasses. Valence, lui, est désigné comme un homme inepte et dangereux par son ineptie même. En 1784, il est colonel en second du régiment de Bretagne, celui dont on parlait, qui a été renommé Régiment des Dragons. Et ils participent tous les deux au comité secret de Philippe l'Égalité. Dans les premiers temps de la Révolution, il y a tout ce mouvement qui demande à être travaillé, mais qui est assez important. Ce plan d'insurrection qui vise, en fait, sous la première convention, à mener des émeutes et à faire des réactions un petit peu partout contre Louis XVI pour faire chuter la convention. Et dans ce contexte, donc Dumouriez commande à Cherbourg et à Caen, et Valence, lui, a envoyé au Mans avec le régiment de Chartres. Il est passé du régiment de Bretagne au régiment de Chartres. Tout petit aparté historique pour comprendre un petit peu les interactions de l'époque. Philippe l'Égalité, dans cette conspiration, grand maître du Grand Orient, amant de Madame de Genlis, Valence, qui va commander au Mans, est marié avec la fille de Genlis. Il est obligé de se marier en précipitation pour masquer sa relation avec Madame de Montesson, qui était la mère de Philippe l'Égalité. On a un lien très étroit, mais ce lien très étroit qui est assez intéressant, puisque là on voit par exemple une médaille du Philippe d'Orléans, offerte par le duc de Gesvres, Potier, le duc de Gesvres qui se réunit aux loges au château de Monceau. Le château de Monceau, qui est le château qui était géré par les Potiers depuis 3 générations. Donc on a un environnement dans lequel on peut imaginer, ça c'est pas encore avéré, mais que le jeune Potier, quand il est à Paris, fait ses classes de lieutenant de la louveterie du roi dans cette compagnie et va être directement relié avec eux. C'est fini pour le contexte, je dirais, de l'intégration de ces années un petit peu obscures de Pierre-Alexandre, mais ça peut nous permettre de comprendre les étapes qui vont concerner. Là, on a ces 4 grandes étapes. La première étape, 1789, Potier est nommé avec Valence, sous-lieutenant dans la compagnie, au Mans. En 91, major de compagnie.
Sa prise de pouvoir, elle passe d'abord par l'armée. Ensuite, donc compagnie régiment Char Dragon, il est nommé par la compagnie, c'est-à-dire par les hommes qui votent pour lui, et tous les officiers démissionnent en voyant qu'il arrive dedans. 91, donc c'est sa première prise de pouvoir. Il est nommé adjudant de la 3e Légion du Mans. 92, Dumouriez est ministre de la guerre et le fait nommer commissaire des armées. Et enfin, 30 août 92, Pottier est nommé adjudant général de la garde Mancel. En parallèle qu'il y a cette prise sur les armées, il rentre dans les clubs de pensée. Un mois après la création de la Constitution du Mans, il adhère. Et dès 91, il crée une autre société, la société d'Outrepont, qui, elle, ne rassemble pas des électeurs, mais des gens dans les quartiers populaires. Les quartiers où il a sa maison de Saint-Jean, où il y a le commerce de l'étamine, et tous ces gens qui sont des œuvrés. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il va se créer une force de plus en plus armée. Février 92, les deux sociétés fusionnent, et lui se retrouve secrétaire de la nouvelle société rassemblée, là, associé à Philippot et Levasseur, qui sont les deux conventionnels de la Sarthe. Donc on voit une progression très fulgurante dans ces 3 années. Autre dimension de son contrôle, le contrôle spirituel. Il soutient l'évêque constitutionnel Prud'homme de la Boussinière. Il participe au rachat des églises qui sont démantelées à l'époque avec des entrepreneurs pour la vente des matériaux. Et il conduit à l'arrestation des prêtres en 92. Premier signe de contestation, on a un mémorialiste de l'époque qui décrit Pottier dès 91 comme un mauvais sujet, grand enragé, qui ne cherche qu'à mettre le trouble dans la ville. Donc l'hypothèse de ce soutien, en tout cas pour chercher à créer le trouble, c'est fait, et maintenant il a tous les pouvoirs de la force armée. Deuxième étape, la taxation. Là on a l'automne 92, toute cette armée qu'il a rassemblée, il l'envoie dans les campagnes avec des paysans qui sont recrutés pour aller taxer. On a différentes étapes de taxation dont je ne vous parlerai pas ce soir, mais il le fait voter en tout cas au moment la taxe générale pour l'avenir et pour toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est pas un mouvement qui vient de la campagne, mais de la ville, où il part avec des hommes armés, voire des hommes de la garde nationale, directement pour imposer cette taxe. Là, c'est un des actes de son procès qui passe en janvier après, puisqu'il est arrivé à Château du Loir avec une troupe de 500 hommes, en disant qu'il y a 6000 personnes qui vont venir avec 6 canons qui sont braqués sur la ville s'ils n'acceptent pas la taxe générale. Donc il y a un côté raquette qui va être très important et qui va lui valoir son premier procès. Premier procès qui se passe en 93. 93, sachant que ses détracteurs lui reprochaient une chose, c'était de ne pas s'être engagé dans l'armée en ayant promu tous les échelons pour aller défendre la France à Valmy notamment, où étaient partis Valence, Dumouriez, et un jeune Sartois, Bazin, qui revient vétéran. Et donc là, on a cette nouvelle phase qui va permettre un petit peu à Pottier de passer au crible de son premier procès. On est en février 93, le roi est mort, ça chamboule un petit peu la donne, et finalement, ces agités des campagnes et des révolutionnaires sont un petit peu privilégiés et passent au travers des cribles du problème. Bazin va devenir une espèce de séide de Pottier. C'est quelqu'un qui a 10 ans de moins que lui, très jeune, qui ne pouvait pas s'engager au début de la Révolution, et qui va être très connu comme extrémiste, alors hébertiste jusqu'à babouviste. Il passe toutes les phases en publiant des journaux, des magazines, condamné peut-être 6-7 fois aux tribunaux, il en sortira toujours, un peu comme Pottier. Mais le lien entre les deux hommes donne une légitimité de convaincus enragés aux mains de Pottier. Finalement, Dumouriez et Valence n'existent plus, sont partis, sont en fuite à cette époque pour essayer de sauver les enfants de Louis XVIII, ont essayé de négocier avec les Prussiens pour le remettre Louis XVII et le sortir de prison. Ça ne marche pas. Et donc là, Pottier a toute l'attitude de prendre le pouvoir avec un nouvel objectif, c'est la municipalité. Les premiers jacobins de la première heure, les premiers élus, il les fait emprisonner. Ils essayent de demander, donc ils sont envoyés à Chartres, ils essayent de demander leur tête à plusieurs reprises. Ça ne marche pas. Et enfin, août 93, levée en masse de 300 000 hommes qui est décrété, qui va avoir deux conséquences. C'est le premier privilège qu'avaient demandé les paysans en 89, qui était d'arrêter la conscription, les grands tirages au sort qui se faisaient dans les fermes, qui est remis. Donc, énormément de paysans cherchent à fuir la France et tentent d'aller rejoindre Granville pour s'embarquer vers l'Angleterre. C'est tout l'épisode donc de la virée des Galernes. Juste entre les deux, Pottier, qui a pris son pouvoir donc en septembre, se retrouve lui à la tête de les municipalités. On a la mise en place du calendrier révolutionnaire qui se passe en même temps et un grand culte qui est lancé, qui est le culte de la raison. Et donc l'épisode où il est le plus mis en scène et le plus glorieux, donc il a remplacé Négrier de la Cochardère comme maire, il organise
La première fête républicaine, le même jour que la fête républicaine est faite à Notre-Dame de Paris, 10 novembre, donc 93 au Mans, ça commence place de la Liberté. Les autorités suivies des représentants du peuple Thierry au Garnier de Sainte dans la maison commune du Mans. Le citoyen maire Potier a pris la parole. Il a annoncé que le vieil édifice de l'erreur allait être renversé, qu'au lieu des fêtes superstitieuses, on allait célébrer une fête digne de l'homme rendue à la raison et à la liberté, au son de la Marseillaise, de la République. On emmène le cortège dans la cathédrale qui est renommée Temple de la Liberté, et dans l'enfoncement du chœur, une montagne élevée en haut de laquelle se tient une jeune citoyenne représentant la liberté. Elle tient une pique, un bonnet rouge, des enfants à côté. Toute une mise en scène un petit peu glorieuse. C'est le retour de la virée des Galernes. Potier avait essayé de négocier un petit peu de soutien à Paris pour ce côté-là, a essayé de faire emprisonner le maximum de suspects. Il pousse un de ses autres lieutenants, Valframbert, vraiment à la délation et au fait d'emprisonner le maximum de gens. Et là, à l'annonce de l'arrivée de la virée des Galernes vers Le Mans, on a son un premier témoignage direct qui l'accuse. À un moment, il y a 200 à 300 prisonniers qui sont emprisonnés au Mans, et il s'adresse à Garnier de Sainte, qui est le représentant du peuple, en disant on peut fusiller tout ce monde-là, ces hommes, ces femmes, qui finalement. Garnier de Sainte se retourne vers d'autres personnes et dit mais quel scélérat ce bonhomme, on en a le témoignage qui est resté. On décide de relâcher les femmes, les hommes, eux, sont conduits avec le convoi qui va préserver Potier et la municipalité vers Chartres, logiquement pour les mettre en prison. Pendant la route, Potier va faire exterminer, bien évidemment, tous les prisonniers. C'est autant d'opposants en moins dans sa prise de pouvoir. Très rapidement, virée des Galernes, partie de Vendée, monte à Granville au mois de novembre, se casse le nez, ne peut pas embarquer, et donc après devoir essayer de repasser la Loire, les ponts sont coupés, impossible, et sont poursuivis jusqu'au Mans, 10, 11, 12 et 13 décembre 93, et c'est là où il y a, on va dire, la plus grande bataille, et finalement le plus lourd passif pour notre Pierre-Alexandre. Donc la ville est prise très facilement par les Chouans le 10 décembre, donc la virée des Galernes, il faut imaginer 80 000 personnes qui fuient leur campagne pour essayer d'embarquer vers l'étranger, qui ont leur fortune sur eux. Sur 80 000 personnes, on imagine entre 10 et 20 000 l'estimation de ceux qui peuvent porter une arme et qui peuvent se battre, sachant que la plupart sont des réfractaires pour refuser la conscription et l'armée. Et face à ces 80 000 personnes, 3 armées républicaines se rejoignent au Mans. La représentation de cette bataille, ce qui est intéressant, c'est que la mémoire collective, comment la représenter, et la mémoire politique, par ce tableau qui est au musée du Mans, où on voit Marceau qui sauve une jeune noble dedans, on a une version officielle assez romantique, qui finalement va être très loin de la réalité. On ne connaît pas le nombre des morts de la bataille. Ce qu'on sait par contre, c'est que Potier, au lendemain de la bataille, quand il revient le vendredi 13, en fait, est mis en cause dans 3 événements. Première chose, à son retour, il rencontre un groupe de 60 prisonniers place des Jacobins. On lui a dit qu'il s'agissait de Vendéens. Fusillez-moi et tout ça. C'est assez expéditif. Deuxième témoignage, parmi les hommes qui se signalèrent le plus, on cite surtout Potier de la Morandière, qui fait partie du tribunal criminel. Il organisa une troupe de bandits à la tête de laquelle il fit des battues et exécuta des massacres à la Quinte de Gré-Rouillon. C'est tout l'ouest du Mans, où d'ailleurs étaient les terres de sa famille, mais c'est aussi la route de la Val que prenaient les Vendéens pour s'enfuir et se réfugier, sachant qu'il y avait dans tout ça une chasse à l'homme qui était surtout une chasse à la fortune qu'avaient les gens dans leur poche. Et enfin, dernier élément, dans les jours suivants, 24 femmes et enfants furent tirés de leur maison d'arrêt et conduites aux Jacobins. On ordonne de les déshabiller, elles sont assommées à coups de bâton. Négrier de la Crochardière cite Potier comme président à ces nouveaux traits de barbarie. Donc voilà, dans les historiens, en tout cas du Maine, l'impact qu'il a pu avoir sur les mémoires et sur les propos. Et ça, c'est des témoignages qui viennent de républicains de l'époque. Juste petite chose, anecdote, Potier ne se démonte pas après tout ça. Lui essaye de faire un procès, sa maison est dépouillée de ses aliments. On retrouve un dossier d'archives qui est quasiment le seul sur le passage de l'armée vendéenne au Mans, où il dit qu'il a reconnu sa brosse à dents dans les affaires d'une fille à qui les Chouans avaient donné des affaires, et il demande est-ce que 3 filles soient poursuivies, et qu'il faut absolument qu'on retrouve ces rideaux de coton bleu à carreaux blancs, avec une tapisserie jaune et de siamoise rouge avec des flambeaux argentés. Et bien en fait, l'avant-dernière étape de la vie de Potier, ennemi public numéro 1, ennemi public puisque il a trompé un petit peu tout le monde et tous ses amis de la première heure, il a réussi à écarter beaucoup des Jacobins de départ au Mans, il en reste un, conventionnel, qui est le fondateur de la société de convention, qui est René Levasseur,
Et Levasseur se rend compte que Potier avait aussi essayé de conjurer contre lui. Une sombre histoire de cheval. Potier, avec son ami Bazin, décide la taxation, enfin la réquisition de 30 000 chevaux et demande à récupérer le cheval de bataille de René Levasseur. Celui-là conventionnel, je dis quand même, mon cheval de bataille, il y a assez de chevaux, c'est pas le but. Et il se rend compte que dans l'orchestration, Potier agit. Les échos qui sont revenus par Garnier de Saintes, aussi des journées du Mans, doivent avoir lieu. Ce qui fait qu'il va écrire à Garnier de Saintes le 1er mars 1994. L'affaire du Mans, mon cher collègue, est très délicate. Tu as affaire à des hommes profondément pervers. Ils se présenteront comme des patriotes persécutés. Ils croient par là avoir une sauvegarde et pouvoir impunément faire tout le mal possible. S'assurer des faits relatifs à Potier, tu en as la note. Voilà. 27 mars 1994, il est considéré comme émissaire du Parti royaliste. Et enfin, conduit au tribunal révolutionnaire le 23 avril. Non-lieu au tribunal révolutionnaire, pas assez de preuves, pas de documents ou des bons appuis. Et il est libéré le 12 août. Conspiration en même temps et montée de pression dans les quartiers populaires au Mans pour demander sa libération et son retour. 95, nouvelle tentative d'arrestation, 22 suspects. Nouvelle libération, nouveau comité. On a de 95 à 1801 des enquêtes permanentes sur lui et sur Bazin. Le préfet de Sarthe qui en 1820 parle encore de rassemblements très mystérieux chez Potier et Bazin. Et enfin, donc ça dure quand même 5-6 ans leurs aventures. Dernière phase de sa vie, là c'est Gabriel qui nous l'apprend. Pierre-Alexandre Potier se remarie sous le directoire avec Madame de Guénon, créole, dont le père était dans l'administration de la Martinique. Il y aurait eu un portrait de famille peint par David à l'époque. Il s'installe au château de Bussy-le-Roi, près d'Ardennais en Beauce. Potier devient maire du village. 3 témoignages juste de cette époque, et ça sera la conclusion. Un échange de correspondance dont je parlais avec Madame de Bushman, qui écrit, puisque c'est intéressant pour avoir un autre portrait de ce Potier. Monsieur le comte, c'est avec un plaisir bien vrai que j'ai bien senti que j'ai reçu votre charmante lettre, toujours galant, poli. C'est le fond de votre caractère. Votre cœur sera toujours parfait pour vos amis. Est-ce que vous êtes moins gai que lorsque j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance? Je vous engage à ne point changer. Vous perdriez trop. Restez comme j'ai eu le bonheur de vous connaître pour l'agrément de la société. Ça, c'est 25 ans après l'avoir connu en 85. L'anecdote de Pierre-Louis qui passe un soir de visite chez son père, Pierre-Louis qui habitait chez ses oncles à Blois, chante des chansons royalistes dans le village, l'époque de Catlino, et ce qui occasionne un rapport de police qui fait bougonner son père le lendemain. Et enfin, la visite de Jules. Jules ne va rencontrer son grand-père, a priori, qu'une fois, témoignage de Gabriel, en 1828. Un an avant la mort de son grand-père, Jules était en pension à Orléans, et c'est le moment où il lui raconte ses souvenirs de chasse de Versailles. Donc il y a cette deuxième phase sous la Restauration, où le personnage s'est métamorphosé. Juste 1828, c'est l'année d'ailleurs où les parents de Jules accueillaient la duchesse de Berry à Blois. Voilà, mais la famille se fréquentait plus vu les options politiques. C'est fini.